Salut à toi qui m'écoutes, peut-être en train de rouler sur une route de nuit, ou calé dans ton canapé avec un café froid, ou même en faisant semblant d'être concentré en réunion. C'est une belle entrée en matière, ça. Ouais, c'est le texte brut de notre source d'aujourd'hui, et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle exploration en profondeur, le tout premier épisode de Joker Impact. Et on attaque vraiment fort pour cette rentrée, hein. On va plonger au cœur d'un document qui est, enfin, je vais dire, c'est presque chirurgical sur la culture d'entreprise. Complètement. La mission d'aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, c'est de décrypter pourquoi une culture d'entreprise toxique, ça tombe jamais du ciel en fait. C'est la somme exacte de ce que les dirigeants et les équipes décident de tolérer. C'est ça, c'est pas une fatalité, c'est une série de petites décisions, ou plutôt d'absence de décision. Et pour bien comprendre, la source utilise une analogie qui franchement, elle m'a frappée. Faut imaginer un sous-marin nucléaire. Ouais, en pleine plongée profonde. Voilà. Et là, l'alarme sonne. Il y a une fuite dans la coque. Et le capitaine regarde la fuite et il se dit bêtement, c'est qu'une goutte d'eau. Ce qui est la pire chose à dire dans un sous-marin, hein, on est d'accord. Totalement. Et pendant ce temps, l'équipage, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de jouer aux cartes, en Hein. râlant, en disant «Oh là là, le capitaine fait rien, c'est n'importe quoi». Et personne se lève. Personne. Et forcément, la goutte devient un jet et le sous-marin coule. Parce que tout le monde savait, mais personne n'a agi. C'est une image incroyable. Parce que ces fameuses petites gouttes, dans la réalité de ceux qui nous écoutent au bureau, c'est chaque mail agressif qui passe sans qu'on recadre la personne. Ouais, ou chaque retard qu'on excuse par habitude. Exactement. C'est l'écart gigantesque entre le discours officiel des entreprises, les belles affiches dans les couloirs, et la norme réelle, celle du terrain. Et ça nous amène direct à notre premier gros point, le mythe de la culture d'entreprise. Parce que ce qu'on laisse passer, ça devient la norme. C'est la règle de base, ouais. La culture, c'est pas une charte RH signée en 3 exemplaires. La culture, c'est Thomas qui arrive tous les lundis avec 7 minutes de retard. Et personne dit rien. Voilà. Si le manager ne dit rien la première fois, la deuxième fois, au bout d'un moment, le retard, c'est plus du tout une exception. 9h07, c'est le nouvel horaire officiel. C'est fou quand on y pense. Mais pourquoi on fait ça? En lisant les sources, j'étais fascinée par les mécanismes psychologiques derrière ce silence. Il y a 3 grands mécanismes, en fait, qui poussent un dirigeant à tolérer l'inacceptable. Le premier, c'est purement biologique, c'est l'habituation. C'est-à-dire que notre cerveau s'habitue à tout. Ouais, c'est un mécanisme de survie. Le cerveau normalise tout ce qui se répète pour économiser de l'énergie. Donc, un comportement toxique qui choque tout le monde au début, au bout de 3 mois, on le voit même plus. Ah oui, on filtre le problème. C'est ça. Le deuxième mécanisme, c'est le calcul inconscient du coût. Le fameux «est-ce que ça vaut le coup de s'engueuler aujourd'hui?» Exactement. Le cerveau déteste l'inconfort immédiat. Donc, le dirigeant se dit, si je fais une remarque à Thomas pour ces 7 minutes, ça va me prendre 30 minutes de débat, il va faire la tête, l'ambiance sera plombée. Donc le silence gagne. Le silence gagne toujours à court terme. Parce qu'il a l'air gratuit. Alors qu'en fait, il coûte une fortune à long terme. Et il y a ce troisième mécanisme qui m'a vraiment interpellée, c'est la confusion entre la bienveillance et l'élitement. Oh, ça c'est un classique absolu du management moderne. Ouais, le boss qui se dit «je fais confiance, je suis hyper bienveillant, je micromanage pas», alors qu'en vrai, il a juste peur du conflit. Moi, ça me fait penser à un système immunitaire. Ah ouais? Comment ça? Imagine, le corps détecte un petit virus. Et au lieu d'envoyer les globules blancs, il se dit «oh non, j'ai peur d'avoir de la fièvre, ça va être désagréable, soyons bienveillants avec ce virus». C'est une super métaphore. Sauf que le virus s'installe et il redéfinit tout l'organisme. Et la question que je me pose, c'est jusqu'à quel point cette prétendue bienveillance finit par détruire l'entreprise de l'intérieur? Jusqu'à la destruction totale parfois. C'est ce qu'on voit dans la deuxième partie de notre analyse sur le coût réel de cette tolérance, les fameux dommages collatéraux. Ce qui mène au burn-out souvent. D'ailleurs, la source donne l'exemple de Marc et Franck, c'est un cas d'école. Ouais, Marc, le fondateur de la PME. Voilà, Marc dirige sa boîte et il a ce directeur commercial, Franck. Franck est brillant, mais il est profondément toxique. Il humilie les gens en réunion, il parle mal, mais bon, il remène du chiffre. La fameuse excuse du chiffre d'affaires. C'est ça. Et Marc tolère ça. Et là, la conséquence n'est pas des gros clashs, c'est le départ silencieux des meilleurs éléments de la boîte. C'est toujours silencieux au début, les talents s'en vont. Et le pire, c'est quand Marc finit par demander aux gens pourquoi ils partent, et qu'ils répondent On a bien compris que le comportement de Franck n'était pas vraiment un problème pour toi. « Bam ». C'est d'une violence inouïe pour un dirigeant d'entendre ça. C'est un miroir terrible. Et il y a un autre exemple dans le document, celui d'un dirigeant au profil très créatif.
Lui, c'est l'inverse du commercial agressif, c'est au nom de la liberté qu'il tolérait tout. Ah oui, le manager cool. Le manager très cool. Budget explosé, retards, absence de dernière minute. Et le résultat, Hmm. il se retrouvait tout seul, à 4 heures du matin, dans des bureaux vides, à rattraper le travail de son équipe. Il avait littéralement créé le système qu'il détruisait. Et tu vois, ça m'amène au sujet du burn-out, particulièrement pour ce qu'on appelle les cadres intermédiaires. Eux, c'est le tampon. Ils prennent tout. Exactement. Ils doivent traduire les tolérances absurdes de la direction en consignes acceptables pour leurs équipes en dessous. C'est une dissonance cognitive permanente. Ils s'épuisent à apporter un système bancal. Ouais, parce que tolérer l'inacceptable, ça demande une énergie psychique monstrueuse au quotidien. Mais là où la source est vraiment piquante, c'est qu'elle souligne que la responsabilité n'est pas que du côté du boss. Et ça, c'est le 3e point de notre exploration. Les équipes aussi nourrissent le monstre. Totalement. Par exemple, la salariée qui voit des heures sup non payées, qui dit rien, qui râle juste à la machine à café. Elle participe à la norme. C'est exactement les marins du sous-marin qui jouent aux cartes. C'est ça. Et l'histoire de Leïla, Jade et Mathieu illustre ça à la perfection. Leïla est une jeune manager épuisée qui tolère les retards chroniques de Jade, et Mathieu, un autre membre de l'équipe, intervient, mais de façon hyper fine. Sans agressivité aucune. Aucune. Il demande juste, de façon très calme, est-ce que les délais comptent vraiment ici? Si oui, j'ai besoin de le voir appliqué. C'est une question binaire. Et ça, c'est génial, parce que ça tue l'ambiguïté. Si Leïla dit oui, elle doit recadrer Jade. Si elle dit non, elle assume que la boîte ne fonctionne pas. C'est puissant. Mais attends, je me fais un peu l'avocat du diable là. Dans la vraie vie, parler, ça comporte un vrai risque pour un salarié, non. C'est quand même compréhensible que l'équipe préfère le confort du silence plutôt que le risque d'être mal vu. C'est très compréhensible, ouais. La peur est légitime. Mais le problème, c'est l'interprétation de ce silence. Pour l'élément perturbateur de l'équipe, le silence collectif est un signal de validation. Genre, qui ne dit mot consent. Exactement. Plus on se tait, plus la norme toxique durcit. Et c'est particulièrement vrai pour une catégorie spécifique abordée dans le texte, les jeunes entrepreneurs. Ah oui, en phase de lancement. Pour eux, les normes se cristallisent dans les toutes premières semaines du projet. S'ils laissent passer une dérive précoce par peur de casser la bonne ambiance du début, ça va leur coûter des millions plus tard pour corriger le tir. Parce que l'ADN de la boîte est déjà verrouillé. C'est ça, le pli est pris. Bon, alors, du coup, comment on fait pour sortir de cette spirale badine? Parce que là, le constat est sombre. Comment on passe à l'action? C'est là qu'on arrive aux outils pratiques de la méthode Joker Impact, et notamment un outil phare, la cartographie des tolérances. J'adore ce concept. La cartographie des tolérances. On la détaille un peu étape par étape? Bien sûr, l'étape numéro 1, c'est l'identification. Et pour ceux de notre audience qui veulent essayer, on peut proposer 3 exercices pratiques à faire dès aujourd'hui. Ah super, dis-moi. Le premier exercice, c'est le journal des plaintes. Le soir, en rentrant, de quoi est-ce qu'on se plaint à son conjoint ou ses amis, sans jamais agir dessus le lendemain? Le truc qui revient en boucle et qui nous pompe l'air. Voilà. Le deuxième exercice, c'est la machine à remonter le temps. Quel comportement j'accepte aujourd'hui dans mon équipe que j'aurais trouvé complètement inacceptable il y a 3 mois ou 1 an? Ah oui, pour repérer l'habituation dont on parlait. C'est ça. Et le troisième, c'est l'audit de compensation. Quelle est la tâche que je fais moi-même tard le soir pour compenser le manque de rigueur de quelqu'un d'autre? Ouch, ça c'est un miroir qui fait mal. Ça pique, ouais. Mais une fois qu'on a listé ces 5 plus grandes tolérances actuelles, on passe à l'étape 2 de la cartographie, le choix stratégique. On choisit quoi? De tout attaquer d'un coup? Surtout pas. Il faut choisir une seule chose, une seule tolérance qu'on décide d'arrêter net. Si on essaye de tout changer, l'équipe va juste se dire que le manager fait un burn-out ou une crise d'autorité. Comme le fondateur créatif qui annonce à partir de maintenant, plus aucun budget sans ma validation préalable. Juste ça. Une seule ligne de défense, claire et binaire. Et ça nous donne un plan d'action sur 30 jours. Semaine 1, on fait l'audit. Semaine 2, on choisit notre bataille unique. Et la semaine 3, c'est l'action et la clarté. La conversation difficile. Exactement. Et là, pour la conversation difficile, dès demain matin, il y a 3 étapes simples. 1. Poser le constat de manière totalement neutre, sans reproche sur le passé. Sans colère surtout. La source insiste beaucoup là-dessus. Parce que la colère donne une porte de sortie à l'autre. S'il y a de la colère, l'autre va dire « Oh, il est de mauvaise humeur aujourd'hui ». Il va attaquer la forme plutôt que le fond. C'est exactement ça. Donc, 2. On énonce la nouvelle limite non négociable. Et 3. On s'assure que c'est compris en demandant un engagement clair. C'est super concret.
Et il y a cette citation de Sophia dans le texte que je trouve percutante. Certaines cartes changent une partie, d'autres changent en destin. C'est très vrai. Recadrer une limite, ça semble petit, mais ça redessine toute la trajectoire d'une entreprise. Et pour faire la synthèse de tout ça, il faut quand même rassurer notre audience. Changer ses tolérances, c'est pas devenir un dictateur, ni chercher à créer un monde de bisounours. Non, pas du tout. C'est juste créer un espace de clarté et de respect. Quand on arrête de tolérer ce qui abîme, on recrée de l'espace mental pour tout le monde. On redevient acteur, en fait. C'est reprendre le volant de son propre sous-marin. On répare la fuite au lieu de regarder les autres jouer aux cartes. C'est une excellente métaphore pour conclure sur la partie pro. Et d'ailleurs, le miroir de l'introspection, il est là. Chacun peut regarder le reflet de son équipe et décider quelle est la petite goutte d'eau qu'il va arrêter d'ignorer demain. C'est le défi de la semaine pour ceux qui nous écoutent. Mais avant de se quitter, je voulais amener une pensée finale, un peu plus provocatrice. Ah, j'écoute. On a beaucoup parlé d'open space, de hiérarchie, d'équipe. Mais si notre vie professionnelle est le reflet exact de ce qu'on évite par peur du conflit, qu'est-ce qu'on découvrirait si on appliquait cette même cartographie des tolérances à notre vie privée? Oh, waouh. Ouais. Est-ce que nos amitiés ou même nos relations amoureuses ne sont pas aussi devenues le miroir des petites gouttes d'eau qu'on refuse de voir, les remarques qu'on encaisse, les retards qu'on excuse? C'est vertigineux de le voir comme ça. N'est-ce pas? Ça donne matière à réflexion pour le week-end, ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette analyse poussée. Gardez l'œil ouvert sur vos propres tolérances et on se retrouve très vite pour la suite de cette saison de Joker Impact. À très bientôt.